J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir messieurs Bensadoun, Bonafini et Budet, respectivement pour monsieur Bensadoun, directeur général de la Polyclinique de l'Atlantique à Nantes, monsieur Bonafini, directeur général adjoint du Centre anticancéreux Henri Becquerel à Rouen, et monsieur Jean-Michel Budet, qui est directeur adjoint au sein de l'APHM, les hôpitaux de Marseille, pardon. Déjà, je tenais à vous remercier tous les trois pour vous prêter l'exercice, pour nous partager un petit peu vos expériences et vos points de vue sur le sujet d'aujourd'hui qui, comme vous pouvez le voir, est l'hôpital. Est-ce que nous allons vers un pouvoir décisionnel exclusivement administratif? Alors même si évidemment on va être sur une discussion qui se voudra non pas ni blanc ni noir, mais avoir un petit peu votre point de vue, votre expérience, un petit peu votre compréhension de cet aspect-là. Messieurs Bensadoun et Budet, je sais que c'est pas la première fois que vous participez à ce genre d'exercice avec nous, donc merci beaucoup de retenter l'expérience avec nous. Monsieur Bonafini, c'est la première fois. Merci encore de votre présence. Donc aujourd'hui, mon idée est de voir un petit peu avec vous votre perception, votre vision de l'évolution du pouvoir décisionnel au sein des établissements de santé. Je pense qu'on va essayer de se limiter globalement à tout ce qui est médicaments et équipements médicaux, parce que évidemment c'est un sujet qui peut se trouver très très large. Donc volontairement, on essaiera de se concentrer un petit peu sur ces aspects-là. Et puis voilà, on va discuter un petit moment ensemble pour voir votre point de vue. Je vous propose de faire un premier petit tour de table, que vous puissiez vous présenter en quelques mots très rapides. Est-ce que l'un d'entre vous veut commencer? Je ne sais pas. Monsieur Bensadoun. Alors, rapidement, enfin vous l'avez dit, donc je suis directeur général délégué pour le groupe Védici à Nantes. Je m'occupe à ce titre de plusieurs cliniques MCO et d'un établissement SSR. Et je suis confronté, je dirais, au quotidien à la problématique de prendre des décisions, qui est le propre d'un dirigeant d'établissement. D'accord. Monsieur Bonafini? Alors, un profil peut-être un petit peu différent, puisqu'avec monsieur Bensadoun, nous avons quelqu'un qui fait partie, je dirais, de la sphère privée. Monsieur Bonafini, vous plutôt du côté privé, mais à but non lucratif? Absolument, avec une position un peu mixte, directeur général adjoint du Centre de lutte contre le cancer de Rouen. Et à ce titre-là, donc dans une gouvernance de couple, puisque les CLCC font partie des quelques rares établissements avec les hôpitaux militaires à disposer d'une direction générale médicale appairée à une direction administrative. En fait. D'accord, parfait. Et puis nous avons... à la fois tout ça. Oui. Et donc nous avons... Après, vous avez le prototype de la direction, comme vous dites, administrative, puisque moi je suis directeur d'hôpital, donc je fais partie d'une formation nationale publique de directeur d'hôpitaux, donc issue de l'école, à l'origine de l'école de la santé publique. Aujourd'hui, HESP, donc filière publique, concours, directeur d'hôpital et avec un parcours à travers la France et finalement directeur général adjoint à l'assistance publique hôpitaux de Marseille. Voilà, ce qui nous donne finalement un panel assez intéressant, parce que un représentant du privé, un représentant du domaine non lucratif, et puis un représentant du public. Donc je pense qu'on aura des choses intéressantes, en tout cas, à nous transmettre. Dans un premier temps, ce que j'aimerais qu'on puisse faire éventuellement, c'est que chacun à votre tour, vous puissiez nous dresser peut-être un premier bilan sur l'évolution du pouvoir décisionnel à l'hôpital. Quelles ont été les évolutions dont vous avez été le témoin, en tout cas dans un passé récent, pour en arriver aujourd'hui à une position. Alors je sais pas, est-ce que finalement on a été sur du tout clinique et aujourd'hui on est sur du tout administratif, ou comme je le pense c'est peut-être un petit peu des deux. Alors je vous laisse un petit peu la parole pour me dire un petit peu votre sentiment sur cette évolution.
Alors, si Moi, on... je veux bien commencer. Oui, Euh, allez-y. Jean-Michel Budet, donc moi j'ai une vision évidemment de l'évolution de l'hôpital public. L'hôpital public, je considère qu'il y a une évolution parallèle qui est d'une part la montée en puissance des directeurs d'hôpitaux qui étaient au lendemain de la guerre de 1945 des secrétaires administratifs d'un conseil d'administration présidé par le maire, donc secrétaire administratif, économe, qui sont. Après, il y a eu une formation au début des années 60, une école créée, et puis progressivement un corps de direction qui s'est étoffé, qui s'est professionnalisé, qui a essaimé un peu partout, qui a aujourd'hui le monopole de direction de l'hôpital public, qui est sorti un peu de sa sphère aussi en intervenant au niveau est présent dans les ministères, à la haute autorité de santé, un peu partout. Donc il y a eu une montée en puissance du corps de direction issu de la haute fonction publique, on pourrait dire. Et parallèlement, il y a eu une montée en puissance de la médicalisation de l'hôpital. Bon, je ne vais pas remonter à l'Antiquité, mais dans les années 20, les médecins disaient qu'il fallait considérer l'hôpital comme quelque chose de fait pour les indigents et qu'en tout cas les médecins hospitaliers ne devaient pas être payés. Il y a même eu des grèves à l'époque de la médecine de ville contre l'idée qu'il fallait aller travailler à l'hôpital et être payé. C'était tout à fait inadmissible. Donc cette médicalisation, elle a eu son point très fort en 1958 avec la réforme de Bray et le passage à temps plein des médecins. Donc les médecins sont montés en puissance parallèlement à la montée en puissance du pouvoir administratif. Le pouvoir aujourd'hui, on est dans un problème de convergence de cette pouvoir. Comment ? Et je disais donc le pouvoir clinique est monté parallèlement à ce moment-là. Voilà, et donc ça a conduit à évidemment des confrontations et à une ingérence réciproque dans le domaine des uns et des autres. C'est-à-dire que les directeurs d'hôpitaux sont rentrés, ont fait preuve d'ingérence dans le domaine médical en intervenant dans les choix de stratégie médicale. Ce qui a déterminé ça a été aussi beaucoup les graves accidents médicaux, le sang contaminé, notamment, qui a fait que l'administration est rentrée dans la discussion médicale, et puis progressivement les médecins sont rentrés dans la gestion, parce qu'ils ont été responsabilisés, et les réformes progressives à l'hôpital public ont conduit les médecins à prendre des responsabilités de gestion. Et aujourd'hui, on est dans une cohabitation, alors plus ou moins heureuse selon les établissements, entre médecins et administratifs, pour diriger les établissements. Bon, il y a eu un coup de semonce du temps du président Sarkozy qui a dit il faut un patron à l'hôpital. Ça a beaucoup troublé tout le monde. Surtout que quand il a dit ça, il pensait au patron directeur administratif. Ça, c'est un discours qu'il a fait à Bordeaux, qui résonnait un peu dans l'esprit des médecins, surtout dans les hôpitaux universitaires. Vous savez, Pierre Freinet, le grand patron, c'était l'image du médecin. Donc tout à coup, le grand patron, il était passé de l'autre côté. Donc on a eu un peu de mal à se remettre de cette discussion-là. Je ne vais pas parler peut-être plus longtemps, mais... Ce qui aurait eu peut-être tendance à faire basculer la balance du côté de l'administratif, et finalement, vous avez tendance, vous, à penser aujourd'hui qu'on est sur quelque chose de relativement équilibré. Enfin, qui doit l'être, qu'il l'est à travers les organisations de gouvernance, puisque dans le directoire, le directeur et le président du directoire, le président de la commission médicale et le vice-président du directoire, et la majorité du directoire appartient aux médecins. Donc il y a eu un contrepoids à cette idée que le directeur administratif était le patron. Et puis, le gouvernement actuel, enfin, et le nouveau président de la République sont partis sur un rééquilibrage. Dans le discours tout récent de Mme Touraine, il y a eu quelques mots sur la gouvernance de l'hôpital public pour dire qu'il fallait renforcer le pouvoir des médecins. Je pense que bon, c'est un équilibrage, mais
c'est la réalité du terrain, de mon point de vue, qui est déterminante, et la capacité des hommes, des femmes à s'entendre et à travailler ensemble. D'accord. Plus que les textes. Monsieur Ben Sadoun, par exemple, de votre côté, sur une vision, je dirais un petit peu plus privée entre guillemets, si on peut dichotomiser un petit peu dans ce sens-là, est-ce que vous avez un petit peu le même, la même analyse? Eh ben, en fait, il faut voir les choses sous le même angle que les a décrites Monsieur Budet. C'est l'histoire qui fait la partition des responsabilités. L'histoire de l'hospitalisation privée est pour le coup très différente de l'hospitalisation publique, puisque les cliniques privées, pendant longtemps, ont été la propriété de médecins qui étaient à la fois médecins dans leur spécialité et qui étaient, par la force des choses, des gestionnaires de leurs établissements de santé. Il y a environ 15 ans, un certain nombre d'entre eux ont pointé du doigt la limite de l'exercice en se disant que finalement ils n'avaient pas la formation de gestionnaire et se sont rapprochés de groupes qui leur proposaient d'assurer l'administration de ces cliniques, l'administration réglementaire, commerciale, foncière. Et aujourd'hui, donc, c'est le modèle dominant. Avec les cliniques qui appartiennent à des groupes. Ces groupes mettent à la tête des établissements des directeurs administratifs qui occupent une partie du pouvoir décisionnaire. Pour autant, la communauté médicale n'a pas déserté le champ des responsabilités, puisque dans l'hôpital privé comme à l'hôpital public, elle s'exprime au travers d'instances, elle s'exprime au travers d'une CME. Et alors, moi qui ai la chance d'avoir vécu dans le public, dans le privé, commercial et dans le privé, à l'époque, le PSPH, maintenant l'ESPI, j'avais un directeur général de CHU qui disait un hôpital sans médecin, c'est un hôtel. Autrement dit, ça répond quelque part au titre de ce webinaire. Le pouvoir, il doit être partagé entre l'administration sur les champs où elle est compétente et par le corps médical qui a également forcément une compétence, et cette compétence a des compléments. D'accord. C'est intéressant parce que c'est effectivement peut-être un chemin différent, mais vers un équilibre qui va quasiment être le même dans le public et dans le privé. Monsieur Bonafini, est-ce que de votre côté, il y a une perception peut-être différente? Non, je suis assez d'accord finalement avec les deux interventions précédentes. J'ai bien aimé l'expression de rééquilibrage que Jean-Michel Budet a employé tout à l'heure, puisque si je me réfère à la courte histoire des centres de lutte contre le cancer qui ont été fondés par une ordonnance du général de Gaulle en 1945, ils l'ont été par construction avec un directeur médecin ou scientifique qui avait tout pouvoir, et c'était donc par nature un pouvoir médical à l'origine. Pour l'anecdote, je ne résiste pas à vous citer une expression du professeur Denoy, qui a été l'un des fondateurs de la communauté des centres, et qui qualifiait le rôle du secrétaire général, donc qui est l'adjoint, l'équivalent du directeur d'hôpital chargé d'assister son directeur à l'époque, dont on disait, j'ouvre les guillemets, le devoir d'un secrétaire général est de faire en sorte que son directeur ne soit jamais pris en défaut. Et le moment le plus lyrique de l'expression est « c'est l'eau pure qui arrose la fleur, puis modestement s'enfonce dans le sol ». Donc ça montre bien que nous, on a été conçus avec un ADN quasi exclusivement médical, et que, comme Jean-Michel Budet l'évoquait tout à l'heure, le rééquilibrage des forces s'est fait dans le temps, alors pour des raisons, je pense, très pratiques de contraintes d'exercice, de technicité des opérations de gestion. Et j'ai aussi le sentiment que ça fonctionne plutôt bien en ce moment lorsque ce binôme est relativement équilibré, ou du moins trouve ses marques pour exercer en commun des actions de direction, à l'image de ce qu'on peut trouver en miroir entre un directeur d'hôpital et son président de CME. Donc, je crois qu'effectivement, c'est plutôt l'équilibre qui est la voie et
y compris dans des CLCC, même si nous, notre ADN était initialement très médicalisé. D'accord. Et finalement, des choses comme, on l'a vu malgré tout, de groupements hospitaliers, de groupements d'achat, d'orientation vers vers ce dont vous parliez, Monsieur Bensadoun, sur des chaînes dans le privé, sur des regroupements d'établissements qui vont finalement commencer à acheter ensemble. Est-ce que là il y a encore je dirais une nouvelle porte, une nouvelle orientation, ce qui se fait, qui est peut-être un peu plus récente? Je pense que peut-être, avant d'aborder cet aspect-là, peut-être remettre dans l'esprit des auditeurs déjà les modes de fonctionnement de nos établissements et peut-être donner la parole à Jean-Michel Budet pour évoquer les marchés publics et les notions décisionnaires associées à ces marchés et comment les médecins le vivent, comment les médecins dans le public le vivent. Pourquoi pas, effectivement. Monsieur Budet? Oui, juste peut-être en complément avant de passer à ça, peut-être deux choses. Moi j'avais été interpellé un peu de façon provocatrice ici à Marseille pardon, par les médecins me disant mais il y a des publications américaines qui expliquent que les meilleurs établissements sont dirigés par des médecins. Donc la qualité des soins serait supérieure dans ces établissements. C'était fait une étude sur 300 hôpitaux américains. En fait, bon, cette étude est très controversée et il y a une autre étude qui montre que progressivement aux États-Unis, la direction des établissements par les médecins diminue puisqu'elle n'est plus aujourd'hui que de 4% des établissements. Alors, ce sont peut-être les 4% les meilleurs, mais c'est quand même, on va vers une tendance à la direction par des gestionnaires des établissements. Voilà, alors c'était pas pour opposer, mais c'était pour donner un petit complément. Puis, dernière remarque sur ce sujet, c'est parler aussi du temps, c'est-à-dire que, en tout cas dans l'hôpital public, le temps des directeurs n'est pas le temps des médecins et l'espérance de vie du directeur est très inférieure à l'espérance de vie professionnelle dans l'établissement des médecins. Et ça joue beaucoup sur le pouvoir, même si ça n'est pas affiché. C'est-à-dire que tout le monde sait que le médecin est sur une longue trajectoire. D'ailleurs, il a un recrutement, il a une clientèle, il est inscrit dans un parrainage, il a été coopté et il travaille à la fabrication de ses élèves et de ses successeurs, alors que le directeur est de passage. Donc je pense que cette idée est toujours importante en arrière-pensée dans la répartition des pouvoirs. Alors c'est pas forcément le cas dans les autres types d'établissements, mais quand même, les médecins, par nature, ils ont le temps pour eux. Voilà. Je vais juste rajouter ça. Alors après, sur la question des marchés, je pense qu'aujourd'hui, l'achat public, il change beaucoup. Vous savez qu'avec le plan phare national, enfin, les hôpitaux publics sont engagés dans une démarche d'optimisation. Alors, ça passe par la massification des achats, c'est-à-dire le regroupement, vraiment à travers l'uni-achat, et puis aussi par la professionnalisation du métier d'acheteur. Et là, finalement, le directeur d'hôpital n'est pas plus compétent que les médecins sur la fonction d'achat. Lui, il est le garant d'une certaine façon de la réglementation, du respect des marchés, des règles de marché, mais la compétence achat, il va la chercher sur le marché du travail. Je dirais comme tous les établissements, il y a un certain nombre de CHU, de grands hôpitaux qui ont aujourd'hui un acheteur avec une équipe d'acheteurs professionnels, comme on pourrait trouver dans de grandes entreprises, dans des grandes centrales d'achat. Et ensuite, les médecins, les directeurs sont positionnés en experts pour définir les besoins, orienter ces besoins, mais la procédure d'achat, la compétence achat ne leur appartient plus réellement. Voilà, peut-être pour répondre à cette question sur les marchés.
Et ce qui doit avoir, enfin, ce qui doit résonner de manière un petit peu différente, j'imagine, pour vous, Monsieur Bensadoun, par exemple, où cet aspect marché public est quand même moins prégnant, j'imagine. Alors, effectivement, l'hospitalisation privée commerciale achète de gré à gré, avec un formalisme qui n'est pas celui de l'hôpital public. Et bon, je crois que de ce point de vue-là, quelque part, par construction, ça donne la parole plus directement à la communauté médicale. Pour autant, on est rentré, à l'instar de ce qui se fait à l'hôpital public avec phare, dans des programmes d'économie et de maîtrise des dépenses de santé qui touchent en particulier l'achat et qui nous amènent, nous aussi, à réfléchir en termes de massification. Et ces massifications, elles ont lieu à l'échelle d'un groupe hospitalier privé qui réalise de plus en plus qui passe de plus en plus de marchés nationaux avec les fournisseurs et qui finalement, quelque part, répercute un certain nombre de références sur ces établissements. Alors, évidemment, ces références, elles sont éprouvées par des médecins tests dans les établissements, mais le fait d'imposer des références fait de temps en temps quand même des mécontents. J'imagine qu'on trouve également cette problématique à l'hôpital public ou dans l'esprit de Pascal Bonafini. Mais c'est le sens de l'histoire. On est parti sur des logiques de massification et on est parti sur un achat optimisé. Et je pense que c'est malgré tout légèrement différent chez vous, Monsieur Bonafini, puisque vous êtes aussi faites partie d'une sorte de réseau malgré tout. Est-ce que les achats au sein du réseau des centres de lutte contre le cancer se fait aussi de cette manière-là, un petit peu plus concentré? Alors c'est le cas depuis effectivement une dizaine d'années où on a bénéficié d'une opportunité qui est celle de l'homogénéité de nos activités et de nos pratiques pour acheter à 20 centres avec effectivement à l'époque une action extrêmement bien valorisée auprès des différents fournisseurs. Donc ça a été un effet pour nous d'opportunité que de travailler dans la massification et dans du référencement dédié. Bon, mais c'est plutôt plus simple pour des établissements spécialisés comme nous que ça peut être le cas pour une achat, par exemple, si je pense aux achats publics. Il y a toutefois un vrai enjeu dans l'adhésion de l'ensemble des partenaires, comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est aussi celui de la coexpertise. C'est-à-dire qu'on essaie de mettre en place systématiquement dans ces démarches de référencement et de sélection tant les compétences médicales ou techniques que les compétences des acheteurs eux-mêmes, sans donner trop de prépondérance à l'une ou à l'autre. Ça, c'est effectivement un petit retour d'expérience, même si c'est sur une courte durée de l'ordre d'une dizaine d'années qu'on évoquait tout à l'heure, parce qu'on a aussi pu avoir quelques difficultés parfois sur des achats trop orientés par la communauté médicale. Je pense à des équipements lourds en particulier. Et il a fallu quelques années d'adaptation pour effectivement bien faire percevoir l'intérêt qu'il y avait à l'homogénéisation des pratiques et de la massification dans ce sens-là, tant aux acheteurs avec les aspects économiques qu'aux utilisateurs. Mais je crains simplement maintenant qu'on atteigne tous autant qu'on est certaines limites dans la relation commerciale à ce principe de massification, puisque on a réduit le nombre d'interlocuteurs pour les fournisseurs, et qu'il va falloir probablement passer à d'autres solutions si on veut poursuivre les gains économiques qu'on a enclenchés sur les premières années d'exercice. D'accord. Ok. Mais ça veut dire finalement qu'on est en train enfin, vous êtes en train de mettre en avant quasiment trois sphères qui seraient la sphère un petit peu, la sphère clinique, la sphère achat je dirais dans une approche qui soit très
très technique, et la sphère administrative qui est plus là pour orienter et donner des orientations. Monsieur Ben Sadoun, vous aviez le sentiment que dans votre univers plus privé, le clinique avait une part un petit peu plus prépondérante que dans le public. Est-ce que vous vous retrouvez, je sais pas, Monsieur Budet, par rapport à cette remarque-là? Oui, enfin moi je pense que le côté administratif j'aime pas beaucoup. Moi, je pense qu'on est passé d'administratif quand même à la gestion. Gestionnaire. Le mot administratif je trouve assez péjoratif parce que il est la simple application de la réglementation. Oui. Donc aujourd'hui on a des obligations de gestion, d'efficience et on a des défis vraiment de gestion devant nous. Donc on a notre propre. Les médecins ont leur sphère d'achat, bien sûr, qui est liée à l'activité médicale et pharmaceutique. Et puis il y a aussi tout un pan de l'activité qui est ne serait-ce que la partie hôtelière ou logistique de l'hôpital, dans laquelle il y a une expertise des directeurs d'établissement. Et là, moi je distingue la part de cette expertise qui existe toujours et qui va se renforcer plutôt, qui va déterminer largement les cahiers des charges, et puis après la fonction d'acheteur qui est un métier en soi et qui exige d'autres types de compétences. Donc il faut que tout ça s'articule bien, il ne faut pas non plus démotiver je dirais, les acteurs en abandonnant tout à un acheteur qui serait l'acheteur miracle de l'établissement. Ça ne peut pas se passer exactement comme ça. Donc on a des étapes à franchir vers cela. Nul doute qu'on avait besoin de professionnaliser notre façon d'acheter. On était trop, en tout cas du côté de l'hôpital public, dans un schéma d'abord très cloisonné, ce qui fait que on pouvait acheter des produits différents chez un même fournisseur sans que les gens se parlent au sein même de l'établissement. Et puis on était dans un schéma très respectueux, il doit toujours l'être, mais la priorité des priorités, c'était le code des marchés publics, plus que la performance économique. Donc c'est une évolution nécessaire, mais qui ne peut se faire qu'en respectant l'expertise des médecins, des pharmaciens et des directeurs. Et vous avez le sentiment qu'aujourd'hui on arrive sur un équilibre à ce niveau-là, ou est-ce que vous avez vous des craintes particulières par rapport à l'évolution de tout ça, et peut-être justement sur cette massification, Monsieur Bonafini, vous commenciez par dire qu'effectivement il y avait peut-être une nouvelle voie à trouver. Est-ce que vous, en tant que directeur d'établissement, vous avez des craintes? Je ne sais pas, Monsieur Bonafini, vous aviez commencé. La crainte, c'est simplement celle de la limite, c'est-à-dire que on est pour ce qui nous concerne sur des marchés relativement fermés, où on a parfois 3 voire 2 fournisseurs en place. Bon, une fois qu'on a mis en place ces démarches de massification, on voit bien qu'on va en trouver les limites assez rapidement, c'est que la performance d'achat va décroître, c'est-à-dire qu'on est dans un système de rendement marginal décroissant, et ce qui peut être à craindre effectivement sur le plan gestionnaire, c'est les objectifs de progression déclinés de façon un peu mécanique parfois par nos tutelles, et on ne pourra pas incrémenter des gains de façon continue. Donc, pour moi, le sujet est un peu là. De même que effectivement, il est probable que l'ensemble de ces fournisseurs et prestataires aient été amenés à réduire ses marges, parce que ce soit centrale d'achat public-privé ou groupement divers, le paysage a un peu changé, et je pense que la posture de la négociation va être un peu moins favorable pour les établissements probablement dans les années qui viennent. Maintenant, juste une petite remarque par rapport à la discussion
question juste précédente, moi j'avais un peu tendance à avoir une figure bipolaire plutôt que tripolaire, en considérant que la fonction achat était plutôt une fonction de gestion, plutôt qu'à segmenter. C'était aussi la remarque de Jean-Michel Guillet tout à l'heure, l'administration en tant que telle, et puis la compétence technique pure de l'acheteur, en considérant qu'il y avait plutôt l'expertise que je qualifie de technico-médicale d'un côté, et puis l'expertise gestionnaire de l'autre, avec directeur et acheteur. Remarque de pure forme. Oui, tout à fait. Monsieur Bensadoun, quant à vous, est-ce que... Alors, moi, je vais compléter le propos de Pascal Bonafini, et je pense que ça va lui parler. Je suis tout à fait d'accord de dire qu'aujourd'hui, on va tendre vers la limite de la massification, et on va même sans doute toucher du doigt le risque d'un retour de balancier, parce que nos fournisseurs sont comme nous, ils évoluent, ils se concentrent, et que sur certains marchés, on va être confronté à des situations monopolistiques. On l'a vécu dans les centres contre le cancer il y a quelques années avec plus que 2 fournisseurs sur certains isotopes. Le risque, c'est que lorsqu'on a trop concentré le marché, lorsque la massification fait sortir un acteur émergent, on se retrouve dans des situations monopolistiques, et après avec des fournisseurs qui font ce qu'ils veulent du marché, y compris augmenter les prix, parce qu'on n'a plus d'autres possibilités que de se servir chez eux. Donc effectivement, c'est sans doute un des risques de la tendance de restructuration de l'achat hospitalier privé comme public, et il faut y être attentif. Ça veut dire que concrètement, vous allez être amené à tenter de trouver d'autres sources, justement? Est-ce que ça fait partie de choses qui seraient possibles pour vous? On doit gérer un paradoxe qui est, alors pour le coup, qui est commun à l'hôpital privé et public. Aujourd'hui, on doit acheter de manière raisonnée. Les tarifs de nos actes n'augmentent pas, les charges des établissements augmentent mécaniquement. Donc l'une des pistes d'équilibrage, c'est les économies sur les achats. Donc on doit chercher de la performance dans les achats. À ce titre, eh bien, nos recettes, c'est souvent la massification, la professionnalisation de l'achat. Mais c'est vrai que cette démarche, elle a une limite, et parmi les limites que l'on peut voir, je pense qu'il y a le risque de situations monopolistiques qui, si elles se mettent en place sur certains marchés, auront un effet extrêmement contre-productif. Alors, je ne sais pas si on peut y lutter aujourd'hui parce qu'on est dans cette recherche d'économie et d'efficience, mais en tout cas, il faut l'avoir présent à l'esprit. Et si ce comportement induit la disparition d'une forme d'atomicité du marché et de fournisseurs, eh ben, ça veut dire qu'on aura mis à mal la concurrence, et quelque part, on verra au travers du risque monopolistique un retour de balancier. Vous avez le sentiment que ce serait au bénéfice des établissements de santé à ce moment-là? Non, au contraire. Au contraire. D'accord. Si je peux me permettre, Non, moi je partais. Le propos de Bernard, la caricature de l'assurance, même si c'est un marché un peu particulier, les assurances en responsabilité civile pour les établissements hospitaliers sont finalement quasiment dans la description que vient de livrer Bernard Bensadoun. Oui. Moi je partage l'analyse. Je pense que malheureusement, quand le plan phare a été mis en place, on a posé un certain nombre de questions de ce type, mais on est dans des visions de très court terme, c'est-à-dire ce qui est attendu, ce sont des économies immédiates. D'ailleurs, le montant a été affiché avant même qu'on ait commencé à travailler, le montant de l'économie attendue. Donc, ça a été vrai, c'est une démarche qui a été faite pour l'État, elle est répliquée dans le monde de la santé, mais très difficile d'ouvrir la discussion avec les pilotes de ces organisations nationales sur la question de la concurrence, l'impact qu'auront ces démarches sur la concurrence, l'impact même sur la question du développement durable et de la proximité des entreprises. Tout cela est mis au second plan par rapport à l'économie immédiate qu'on peut trouver, mais qui à moyen ou long terme peut s'avérer tout à fait négative.
Donc je partage tout à fait cela. Sur les assurances, je suis un peu plus modéré parce que je pense qu'à un moment, il n'y avait plus d'assureurs sur le marché du tout. Donc on s'est retrouvé avec une seule société d'assurance mutuelle, hein, publique pratiquement, celle des hôpitaux publics. Donc la venue maintenant d'autres assureurs est très difficile. C'est vrai que vu de l'extérieur de l'établissement de santé, c'est malgré tout, ça paraît compliqué de revenir en arrière malgré tout. C'est-à-dire que ressortir de ces gros ensembles, de cette grosse massification paraît quand même relativement difficile à mettre en place. Oui. Alors on est aussi, bon, il ne faut pas y voir que des inconvénients. Je pense que ça nous oblige aussi vraiment à revoir nos organisations. Je pense que ça oblige les entreprises à nous regarder différemment. Tout à l'heure, je disais, on pouvait commander chez un même fournisseur de plusieurs endroits de l'hôpital sans le savoir. Et le fournisseur, lui, était organisé pour répondre de cette façon à l'hôpital. Aujourd'hui, on est dans une négociation globale avec un fournisseur sur l'ensemble des produits qu'il peut présenter à l'établissement. Donc ça change un peu la donne. Et puis il y a aussi tout un travail interne qui est fait sur la mise en œuvre de la commande. Nous, on s'est aperçu assez rapidement que la qualité de l'achat était parfois totalement remise en cause par la qualité de l'exécution de la commande. C'est-à-dire que on avait des gens qui segmentaient les commandes, par exemple, et qui se faisaient livrer plusieurs fois par semaine, enfin un certain nombre de choses qui détruisaient finalement tout le travail qui avait été fait en amont pour bien acheter. Parce que cette façon de travailler avait un impact sur les coûts, évidemment. Donc ça nous oblige aussi à revoir toute notre organisation interne de gestion des stocks, d'attribution du pouvoir de commander, etc. Donc ça a un impact assez fort sur l'organisation interne de l'établissement. D'accord. J'avais une autre question entre guillemets par rapport à votre implication justement. Aujourd'hui, le directeur d'établissement, le gestionnaire, quels sont les moteurs de l'implication justement sur les achats? Est-ce que je conçois assez facilement que vous ne soyez pas impliqué sur des décisions du quotidien sur des achats, mais après, quel est le déclencheur en fait de votre implication ou de votre influence sur différents achats? Monsieur Bensadou? Enfin, là en l'occurrence, les masses d'achat sont à peu près les mêmes dans les différents types d'établissements de santé, hein. On a en volume et en valorisation financière une part très importante consacrée aux médicaments, aux dispositifs médicaux et aux consommables biomédicaux. Ensuite, on a tous les achats qui renvoient à l'hôtellerie et après, on a les achats qui renvoient aux structures. Bon, de toute façon, il y a un type d'achat sur lequel le directeur est forcément engagé, c'est celui qui renvoie aux médicaments ODM parce que ça renvoie directement à la prise en charge médicale du patient, donc quelque part à la responsabilité et à la responsabilité de l'établissement et à la qualité des prises en charge. Donc de ce point de vue-là, je dirais, on est en première ligne. Après, sur les achats qui sont un petit peu moins techniques, qui renvoient à l'hôtellerie, je crois que Jean-Michel Budet l'a dit, on a de bons professionnels qui sont capables d'aller chercher de la performance, qui sont capables de choisir des produits. Et là, on est plutôt, à mon sens, dans la délégation en faisant confiance à ces professionnels. Donc moi, j'aurais tendance à dire, en tant que responsable d'établissement, je me sens bien plus impliqué sur médicaments, DM, équipements biomédicaux que sur
que sur le surgelé ou les interrupteurs. Ouais, évidemment. Moi, j'imagine que vous êtes sur cette même ligne, Monsieur Bonafini, Monsieur Budet. Par ordre alphabétique, alors je me mouille. Oui, je crois qu'effectivement, assez modestement, l'enjeu, c'est un peu ce que je qualifiais de vision gestionnaire tout à l'heure par rapport aux achats. Il tient, pour ce qui nous concerne, à essayer d'envisager les conséquences d'un certain nombre d'options. Bernard Bensadoun l'a dit juste avant, en matière de responsabilité, d'engagement. Je pense qu'il y a peu d'entre nous qui s'engageraient à acheter des sutures chinoises pour faire 3 euros d'économie. Il y a tous les aspects de bonnes pratiques aussi sur les coûts induits d'exploitation de maintenance. Donc on a un regard qui doit dépasser celui de la performance achat, parfois un peu à courte vue, telle qu'elle est déclinée dans nos objectifs respectifs. Et puis s'attacher au-delà des conséquences des achats eux-mêmes au coût de la fonction. Et je crois que Jean-Michel Bidet l'évoquait aussi un peu tout à l'heure. Dans la performance achat, il n'y a pas que les gains économiques directs sur les montants d'acquisition, il y a le coût de la fonction et ça, c'est, je pense à ce titre-là que les fonctions de direction doivent intervenir pour que cette performance s'envisage sur un mode global et pas uniquement parfois dans l'objectif de gain réalisé sur l'exercice tel qu'il est validé dans nos CEPOM respectifs. D'accord. Monsieur Budet, Alors, peut-être, oui, moi je suis d'accord. Je dirais que peut-être bon, sur les aspects de dispositifs médicaux, de médicaments, bon, évidemment les pharmaciens ont un rôle très important. Nous, on est organisé avec un dialogue très organisé justement entre les cliniciens et les pharmaciens. On a créé une commission qui se réunit pratiquement tous les 15 jours et qui valide les produits qui sont utilisés dans l'établissement. En gros, il y a une espèce d'autorisation d'entrée sur le marché interne de l'assistance publique de Marseille. Ça va des médicaments, aux dispositifs médicaux jusqu'aux réactifs de laboratoire. Ce qui fait que c'est quelque chose d'assez encadré. Alors, ça n'est pas dans la procédure d'achat elle-même, mais plutôt dans l'expertise, dans l'admission des produits. C'est fait de façon assez collégiale avec les médecins et les pharmaciens. Après, il y a là où le directeur intervient de façon forte aussi, c'est sur l'investissement, c'est-à-dire les grands travaux, les équipements médicaux structurants. Il intervient à la fois sur la stratégie avec évidemment le président de la commission médicale, mais aussi sur les types d'équipements. Donc là, c'est normal, ça fait partie de la stratégie de l'établissement, et c'est souvent associé aussi à des choix de stratégie financière. Savoir comment on va financer ces opérations, et les options sont sur la table. Et là, on est vraiment dans la gouvernance de l'hôpital. D'ailleurs, en pensant à justement ces investissements structurants, est-ce que, dernier sujet que j'aurais vu qu'on aborde, par rapport à ce qu'on appelle les payeurs dans certains pays, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'il y a une influence, que ce soit, on parlait des assurances tout à l'heure, mais des mutuelles, est-ce qu'il y a des orientations qui sont données et qui potentiellement pourraient avoir une influence sur justement sur telle ou telle décision d'investissement, que ce soit structurant ou moins structurant? Je pense tout bêtement à des choses comme le remboursement de certains actes qui ne seraient pas remboursés par la sécurité sociale, mais qui le seraient par les mutuelles. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose il y a un impact, il y a une influence de cet aspect? Alors, je ne sais pas si lequel d'entre vous voudrait.
s'exprimer. Enfin, moi, personnellement, je ne perçois pas vraiment cela. Pour l'instant, les financeurs n'interviennent pas dans les choix et bien sûr, les modes de financement, les modes de tarification ont un impact sur l'activité. On sait bien que si on veut inciter à la chirurgie ambulatoire, il faut frapper sur les tarifs. On sait aussi qu'on renouvelle régulièrement nos équipements d'imagerie parce que c'est nécessaire pour rester dans la bonne tarification. Mais ça ne va pas au-delà de cela. D'accord. Et vous avez le sentiment que ça vient, parce que il suffit de pas aller très très loin, hein. Je dirais, si on va en Allemagne, vous avez effectivement cette influence qui est peut-être plus prépondérante qu'elle ne le serait chez nous. Je pense que les pouvoirs publics aujourd'hui, ils peuvent influer sur l'organisation des soins, sur les modes de prise en charge, en jouant sur les tarifs. D'ailleurs, ils ont commencé à le faire, sur tout ce qui est ambulatoire. Mais donc il faut, et on parle du parcours de soins, je pense que c'est à travers des incitations tarifaires ou des tarifs négatifs qu'on va arriver à faire évoluer les organisations. Mais pour l'instant, on n'a pas vu, en tout cas nous, on n'a pas vu les mutuelles, par exemple, pour se substituer à l'assurance maladie sur des financements. Enfin, si ce n'est la chambre particulière, mais ça, c'est uniquement l'hôtellerie. D'accord. Monsieur Bensadoun, éventuellement, sur ce sujet. Écoutez, j'ai la même perception. Aujourd'hui, le pouvoir des mutuelles, il est essentiellement perceptible des patients, avec la partie qui reste à charge, mais qui pèse aujourd'hui principalement sur l'hôtellerie. Ça n'a pas d'incidence sur la gestion des établissements de santé pour l'instant et sur les décisions qu'on pourrait prendre. Effectivement, aujourd'hui, les décisions et la stratégie d'un établissement de santé, elles se font essentiellement par rapport à l'évolution des campagnes tarifaires, dont on sait qu'elles sont de plus en plus contraignantes et auxquelles on doit s'adapter. Mais pour l'instant... Vous ne sentez pas de pression, entre guillemets? Non. En dehors de l'hôtellerie, qui est sans doute une préoccupation plus importante du monde privé commercial que de l'hôpital public. Alors effectivement, on sent bien que les patients ils sont plus sensibles sur des aspects reste à charge. Mais voilà, au-delà de l'hôtellerie... Ça reste marginal. Voilà. Monsieur Bonafini, de votre côté, sur un point de vue un petit peu médian entre le public et le privé? Médian, mais pas pondéré autrement. Moi, je n'ai pas de vision effectivement directe, si ce n'est sur celle de nos organisations et de nos circuits internes, mais pas de perception à ce stade pour ce qui nous concerne. D'accord. Eh bien, écoutez, je pense qu'on arrive au terme, en tout cas, de ce que je souhaitais vous solliciter. En tout cas, merci beaucoup encore une fois de cette participation. J'espère que ça vous apporte entre guillemets autant qu'à nous et que des personnes qui peuvent écouter en profitent énormément. Monsieur Bensadoun, Monsieur Bonafini, Monsieur Budet, merci beaucoup. Et puis peut-être à très bientôt. Entendu. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.